Bonjour à toutes et à tous, alors je vais vous faire le compte rendu de la réunion qu'on a eue hier, la réunion qui portait sur les notions entre bonheur, plaisir, bien-être, équanimité, homéostasie, etc. C'est vrai qu'il y avait quelques confusions par rapport à ces notions-là. Donc là l'idée c'est de pouvoir faire un résumé de cette réunion auquel la plupart d'entre vous n'ont pas pu être présents. On a fait un tour de table. Donc il y avait Aurore, il y avait Aurélien, il y avait William, il y avait moi et puis bien sûr il y avait Florence. Pour résumer, les notions qui sont importantes pour nous, c'est de récupérer tout notre libre arbitre, donc c'est de ne pas être contraint et forcé par des activités, des obligations desquelles on ne peut pas se libérer, d'avoir une cohérence aussi, cohérence entre nos valeurs, nos actions, nos possibilités. Bien sûr, l'autonomie, c'est un terme qui revient énormément, donc ça c'est commun à tous. Autonomie, que ce soit alimentaire, que ce soit de la pensée, que ce soit prendre nos responsabilités et bien sûr ne pas dépendre d'une oppression extérieure. Un gros retour à l'essentiel, donc besoin de simplicité, de nature, naturel, de vrai, ce genre de mots qui sont ressortis. Il y a aussi une forme de sobriété, de minimalisme, c'est-à-dire moins de matérialisme, quelque chose de plus sobre, on va dire. Alors, en partant de ces notions-là, on a enchaîné sur est-ce que ces notions-là nous permettent d'accéder au bien-être. Est-ce que c'est ces notions-là qui nous donnent une ligne de conduite ou une ligne de direction qui permet de lister des actions qui vont matérialiser cette volonté de bien-être au quotidien. Qu'est-ce qu'un état naturel, juste et bien? Donc la réponse était que c'est avant tout un état d'esprit intérieur. Un état d'esprit, ça peut changer du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours au quotidien pour gagner en équilibre en fait. Quelqu'un de déséquilibré par exemple peut très bien avoir des besoins qui vont changer régulièrement ou qui ne va pas savoir quels sont ses besoins, donc ça va être très difficile pour lui de travailler, de cultiver son bien-être si lui-même ne sait pas de quoi il a besoin pour son bien-être. Il y a une volonté aussi de qualité humaine. Donc la qualité humaine, c'est à la fois à l'intérieur de soi et on peut la voir et en être inspiré à la fois à l'extérieur de soi. C'est un ressenti. Donc la connaissance de soi est très importante pour bien définir ses ressentis et bien les interpréter. C'est un travail qui est personnel et individuel. C'est-à-dire que c'est pas le collectif, c'est pas la canopée ludique qui va vous apprendre comment ressentir les choses ou quels sont vos ressentis, c'est à vous de le définir. Si vous ne pouvez pas définir vos ressentis et que vous ne savez pas vers quoi vous voulez tendre en termes de ressenti, ça va être difficile à la fois de définir vos valeurs, la liste, si il y a une liste bien sûr de choses dont vous avez besoin qui sont nécessaires pour assurer votre bien-être, et ça c'est pas le collectif qui va vous le proposer, c'est vous qui allez le donner au collectif pour voir si ça match. Le collectif, lui, il vous propose uniquement un espace, un lieu, des outils et des activités. D'aucune manière, ce collectif va vous assurer un bien-être. Il va même pas vous assurer une autonomie alimentaire, pour la simple raison que c'est pas lui qui vous fournit les aliments, c'est vous qui allez travailler pour pouvoir les produire. Dans la liste des personnes qui sont intéressées pour ce collectif, c'est à vous de définir si ça vous intéresse de produire ces ressources. Parce que si vous souhaitez une autonomie alimentaire, mais que vous ne souhaitez pas participer au bon déroulement de protocoles qui va destiner à l'autonomie alimentaire, qui c'est qui va le faire pour vous, vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est de ça dont on a parlé. Le bien-être se distingue de l'avoir. C'est-à-dire que c'est pas en ayant de la nourriture tous les jours et en ayant une garantie de nourriture que vous allez assurer votre bien-être. On peut très bien manger tous les jours et ne pas être dans le bien-être. Donc le bien-être, c'est un état, c'est une sensation d'existence qui nous mène à le fait de se sentir juste bien, en fait. Donc le bien-être intervient après la survie. Donc une fois qu'on a bien mangé, bien dormi, là on peut commencer à se demander, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour optimiser mon bien-être? Est-ce que je suis déjà dans un état de bien-être? Parce que si on est en mode survie, et si on bosse effectivement 200 heures par semaine pour produire de la nourriture, ça va être compliqué, même si on a de la nourriture, d'être en bien-être, dans une situation de bien-être.
Ça veut dire que c'est votre responsabilité de dépasser les tout premiers obstacles de subsistance, de survie. C'est pas l'écolo qui va vous garantir une survie en fait. Donc si vous n'avez pas dépassé le stade de survie, vous ne pouvez pas faire ce projet parce que les gens qui sont en mode survie, ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de choses à régler à titre individuel et l'écolo n'est pas là pour les sauver en fait. Donc, si vous avez par exemple constamment la peur de manquer, vous êtes tout le temps dans la peur voilà, de pas avoir d'argent, de pas avoir de nourriture, etc. N'espérez pas que l'écolieu vous donne une assurance que vous allez jamais rien manquer. Parce que ça va dépendre en fait de l'énergie que vous allez déployer chaque jour pour travailler, parce que c'est vraiment un travail de tous les jours, pour assurer tout ce qui nécessite la subsistance. Et donc c'est passer cette étape une fois que la ferme tourne que là on va pouvoir se poser une question de est-ce qu'on en arrive à l'étape du haut de la pyramide de Maslow qui est l'accomplissement personnel, etc. Entre les deux il y a bien sûr le bien-être. Donc où est-ce que je voulais en venir? Oui. Donc, vous devez définir vos propres valeurs. Vous pouvez rejoindre des valeurs, mais il faut aussi que vous vous les appropriez. C'est-à-dire que si on considère que les valeurs de l'écolieu, j'en ai noté quelques-unes, il y a des piliers qui sont importants, qui sont justement la volonté d'autonomie. Donc, on va tous travailler pour assurer notre propre autonomie, que ce soit énergétique et alimentaire. Donc, nous d'abord, et ensuite, bien évidemment, la vente de produits à l'extérieur. On va pas vendre le peu de nourriture. Si on en produit trop peu, on va pas pouvoir la vendre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi une forme de production qui dépasse uniquement nos besoins personnels. Donc le premier pilier, c'est la volonté d'autonomie individuelle. Alors une autonomie individuelle, c'est pas juste oui, on produit notre nourriture et notre énergie. L'autonomie, c'est aussi chaque personne a ses propres responsabilités de savoir de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il lui faut et qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas l'écolo qui va vous dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc on va dire on propose ça, mais c'est à vous de dire bah voilà, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Et il faut pas l'idée c'est de vous connaître suffisamment vous-même à titre individuel pour savoir si vous connaissez vos cycles naturels, combien d'heures vous êtes capable de travailler, combien d'heures vous pouvez fournir d'énergie, quelles sont les périodes pendant lesquelles vous préférez faire telle ou telle activité, combien de temps vous voulez consacrer à vous. Il peut y avoir quelques variations selon les saisons et votre état de santé, bien sûr, mais en tout cas d'avoir une première estimation de comment vous voyez votre autodiscipline. C'est pas à nous qui allons vous réveiller tous les matins ou vous coller un planning comme dans une entreprise du CAC 40. C'est évidemment ce qu'on veut éviter, mais c'est nécessaire que vous puissiez être autonome dans votre volonté et dans vos désirs, que vous sachiez qu'est-ce qui est bon pour vous. Ça, c'est l'autonomie. Donc, c'est ce qu'on souhaite dans le collectif, mais c'est encore une fois, c'est les personnes du collectif qui font le collectif, c'est pas une autorité supérieure de une personne qui fait tout le collectif et qui va dire le collectif c'est ça, 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 ça. C'est tous ensemble, on va définir que le collectif c'est ça, ça et ça. Et on va tous y travailler pour pouvoir le matérialiser. Donc là, la première chose que j'ai récoltée comme information auprès de vous tous, c'est donc cette autonomie, c'est le premier pilier, donc ça je l'ai déjà dit. La deuxième chose, c'est la confiance. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y avait des gens qui n'avaient pas confiance. Donc c'est sûr que si on n'a pas confiance les uns en les autres, c'est impossible de faire le projet. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous ne serez pas fidèle à un idéal, parce que vous allez vous méfier de cet idéal en disant oui, mais on va pas y arriver, c'est pas possible, c'est utopique. Ou alors de dire moi j'accepte pas tel bouleversement et tel changement, si on évolue dans cette direction, ça me fait peur, et puis lui s'il fait pas, et puis moi, et puis lui. En fait, ça veut dire qu'on se fait pas confiance et qu'on n'est pas prêt au changement. S'il y a quelque chose d'imprévu, il faut avoir confiance au fait qu'on va y arriver, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Ça sert à rien de paniquer. Et si on souhaite être hautement résilient, on a tout intérêt à dès maintenant s'entraîner à l'être. Un lieu autonome, c'est aussi un lieu résilient, qui fait face à n'importe quel type de problème et qui va réfléchir à des solutions. Donc une personne qui a confiance, c'est aussi une personne qui est orientée solution parce qu'elle a confiance au fait qu'elle sera suffisamment créative pour faire face à tel ou tel problème, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Donc la confiance, c'est le deuxième pilier. Après, il y a le troisième pilier, c'est le partage de compétences. C'est-à-dire que vous avez tous des compétences. Ne venez pas me dire oui, mais alors je suis pas agriculteur, donc je sers à rien. C'est impossible. C'est à partir du moment où vous avez des bras, des jambes et de l'énergie à revendre, vous pourrez trouver votre rôle dans l'écolieu, parce que vous avez forcément des compétences, que ce soit en organisation, vous êtes peut-être un bout en train motivateur, vous êtes peut-être une personne qui est capable de manager ou de rassurer ou de
je sais pas moi, vous avez des soft skills en fait, des compétences naturelles, mais vous avez aussi des compétences que vous avez apprises de par votre ancien métier, qui peut être je sais pas moi, de la rédaction de documents, de la pub, de la cuisine, du bricolage. Enfin, il y a forcément quelque chose que vous savez faire que vous pouvez partager. Et puis même si, mais mettons que dans le pire des cas, vous ne savez absolument rien faire, rien ne vous empêche de vous former, d'apprendre. Donc c'est votre responsabilité aussi de vous former sur les choses qui vous intéressent. Par exemple, je sais que David, il a bossé dans le tourisme, bah voilà, là il fait de la vannerie, il fait une formation de quelques jours par-ci par-là à chaque fois, en plusieurs sessions, il fait de la vannerie. Ça peut tout à fait servir à organiser des ateliers pour les touristes, ça peut aussi servir à nous si on veut créer des paniers pour stocker et faire sécher des légumes ou je ne sais quoi, pas quoi. Et du coup, ça va vous permettre de trouver une activité qui vous intègre dans la tribu, qui vous intègre dans le groupe, et vous dites, bah voilà, moi je sais faire ça, je suis capable de vous l'apprendre, parce que vous savez pas le faire, ou alors il y en a peut-être un ou deux qui sait le faire, bah c'est cool, on fait une équipe qui allons former des woofers, qui allons former des touristes, il y a forcément un truc que vous pouvez faire, et qui va vous distinguer en fait des autres personnes, et c'est là où vous allez apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée, d'accord ? Ne soyez surtout pas passif en disant, bon ben... je peux payer 400 € de loyer par mois, mais je peux aussi aider à la ferme, mais je sais pas quoi faire d'autre. Si vous arrivez en étant passif comme ça, on a l'impression que vous n'êtes pas motivé et que vous avez même pas réfléchi à ce que vous pouvez vraiment faire, vous n'êtes pas renseigné à c'est quoi l'aide à la ferme, ça veut dire quoi. Il faut être force de proposition et dire, bah, moi je suis motivé, j'ai envie de faire ça. Je peux comprendre que vous ne saviez pas exactement ce qu'il y a à faire dans une ferme, mais quand c'est comme ça, il faut faire une journée à la ferme, il faut faire un week-end à la ferme, il faut faire une semaine à la ferme. Il y a plein, surtout là, on est en pleine période, il y a plein de fermes qui ont besoin, il y a plein d'écolieux qui ont besoin de personnes pour les aider. Donc, je vous invite fortement à vous renseigner dès à présent sur vraiment si la vie à la ferme, ça vous botte. Parce que beaucoup parlent d'écolieux, mais nous, on n'est pas juste un écolieu. On a une particularité qui nous distingue d'un écolieu où c'est juste un lieu de vie, bien-être. Là, c'est vraiment, il y a une volonté lucrative d'une ferme de production, en fait. Donc, c'est pas juste un écolieu. L'autre point, c'est la définition de vouloir aller mieux. Il y a des personnes qui veulent aller à un écolieu parce qu'ils veulent fuir la société. Parce qu'ils méprisent la politique, parce qu'ils ont plus de travail, parce que, voilà, peu importe les raisons. L'idée, c'est de faire un écolieu, pas parce que vous voulez fuir quelque chose, mais parce que vous voulez rejoindre des gens qui ont les mêmes valeurs que vous voulez adopter un style de vie que vous souhaitez précisément, mais c'est pas juste pour aller mieux, en fait, parce que qui dit mieux, dit toujours faire mieux, donc on est dans l'amélioration continue, on court après une chimère, en fait. Donc c'est pas... Il y a une différence entre mieux-être et bien-être. Le mieux-être, c'est c'est un terme qui est apparu très récemment. Est-ce que c'est sincère et naturel d'aller mieux, mieux, parce que qui dit mieux, dit toujours mieux, en fait. Alors que quand on est bien, quand on va bien, il n'y a pas besoin d'aller mieux. Ça, c'était une notion qu'on a travaillé aussi hier. Après, on avait aussi bien distingué justement le fait que le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'une vision utopique de l'écolieu, ça veut pas dire qu'on va la réaliser forcément. C'est-à-dire que si on se sent bien avec des choses très basiques, très simples, ça sert à rien de vouloir toujours faire plus. Ok ? Si on est juste bien, le mieux est l'ennemi du bien, n'allons pas chercher midi à 14h aussi. Donc c'est-à-dire c'est quoi les limites du bien-être pour vous, en fait ? Réfléchir à ça. Après, il y a des différences entre ce que la communauté apporte, donc des outils, un cadre, la communauté va vous apporter ça, parce qu'on va mettre en commun justement des moyens humains, technologiques et financiers. Mais maintenant, c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous, à titre individuel, vous apportez ? Parce que la définition de qu'est-ce que vous apporte le collectif, elle est basique, c'est des outils et un cadre. Peut-être des organes de direction et de décision, mais... l'idée, c'est pas non plus d'être dans l'oppression, donc c'est pour ça que c'est à vous aussi de dire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas nous dire 3 ans après être entré dans cet écolieu, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Quelles sont vos limites psychiques et physiques ? Ne pas oublier de vivre, ne pas vous auto-saboter parce que vous voulez absolument rejoindre un écolieu, parce que vous avez peur d'être tout seul ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez vos limites psychiques et physiques ? Sachant qu'il y a une double difficulté, parce que parfois, vous ne connaissez pas vos limites psychiques et physiques parce que vous ne les avez pas challengées. Moins on en fait, en fait. Et plus on en fait,
plus on élargit notre zone d'apprentissage et de confort, et plus on peut faire plein de choses. Donc c'est pour ça que je disais que c'était important de faire des stages ou des sessions dans des fermes pour que vous puissiez voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Pour mon anecdote personnelle, quand je suis arrivée à la ferme où je travaille actuellement, les 2-3 premiers jours, j'ai cru que j'allais mourir. Franchement, je me suis dit, ouais, c'est pas fait pour moi, 3 jours, j'ai plein de courbatures, je suis pas bien, je vais mourir. Et en fait, mon corps s'est habitué au bout de 1 à 2 semaines, et là, j'ai aucun problème à soulever des charges très lourdes ou à faire du désherbage 10 heures par jour, sous réserve que je fasse pas ça toute l'année, bien sûr. Mais ça me dérange pas parce qu'en fait, j'ai un objectif final qui était de conduire correctement une culture de potimarron. Donc j'avais des objectifs, j'avais une étude scientifique à faire, donc j'ai trouvé mon pourquoi. C'est-à-dire je suis prête à désherber je sais pas combien de jours par semaine pour que mes potimarrons ils puissent mieux respirer, parce que j'ai pas envie de mettre de produits dessus, parce que nanani nanana. Donc à partir du moment où vous avez une raison qui a du sens, vous donnez du sens à votre vie, à vos recherches, à ce que vous faites, vous êtes prêt à soulever parfois des montagnes sur une période courte ou longue, ça dépend de vos capacités bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas de pourquoi, ça va vous faire super chier d'aider à la ferme. Alors vous allez aider 3 jours à la ferme, vous allez dire moi je préfère aller acheter ma bouffe et de bosser dans un magasin de vente de vêtements parce que c'est beaucoup moins fatigant et je parle à des gens et c'est cool, plutôt que de désherber 10 heures par jour pour tout ça pour avoir des carottes fraîches, ça fait chier quoi. Donc en fait c'est à vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur. L'autre point aussi c'est ouais, c'est quoi votre idéal et quelles sont les étapes que vous êtes prêt à franchir pour accéder à cet idéal. C'est-à-dire que est-ce que déjà l'idéal que vous vous faites de l'écolieu, vous y croyez vraiment, ou est-ce que c'est un fantasme et c'est une utopie? La deuxième chose, c'est trouver ce à quoi vous croyez dans le projet actuel. Il y a des choses dans le projet auxquelles vous croyez peut-être pas, et des choses auxquelles vous croyez. Donc du coup, c'est important de faire la différence entre les deux et de mettre en commun ensemble les choses auxquelles on croit et les choses auxquelles on ne croit pas. Et se baser que sur les choses auxquelles on croit, parce qu'on va pas faire des choses auxquelles on ne croit pas. La cible finale, c'est quoi? D'accord? Est-ce que c'est un lieu qui va faire ça, 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 ça? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir un lieu qui fait ça et ça et ça? Vous, personnellement, c'est quoi le plus important, etc. Et puis, est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes capable de rebondir sur des choses qui vous freinent? Est-ce que si vous avez des blocages, des peurs, vous êtes suffisamment créatif pour trouver d'autres moyens d'y arriver? Il existe 1 million de moyens d'arriver à l'écolieu de notre rêve, il existe 1 million de moyens de trouver de l'argent. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est assez créatif et est-ce qu'on est ouvert d'esprit pour se dire, c'est pas parce qu'on échoue 10 fois que la 11e fois, ça va pas marcher. D'accord? Persévérance et enthousiasme, on arrive à tout dans la vie quand on peut les cultiver. Après, il y a aussi, c'est quoi votre valeur la plus importante en fait? Est-ce que la plus importante c'est l'échange humain? C'est-à-dire que si vous habitez dans une tente quechua pendant 10 mois, est-ce que c'est pas super grave pour vous? Parce que la priorité c'est d'être avec les gens qui comptent pour vous et pouvoir évoluer avec eux. Ou alors est-ce que votre priorité c'est d'être en sécurité dans une maison en dur parce que vous pouvez plus habiter en ville, vous en pouvez plus, et là vous voulez être dans une maison dans la nature, en dur, pour quand vous sortez de chez vous, vous avez enfin accès à la nature? Est-ce que c'est ça la priorité? Du coup, est-ce que si c'est ça la priorité, est-ce que vous avez besoin d'un écolieu pour faire ça ou pas? Donc c'est vraiment de se dire ça. Pareil pour le premier exemple, si le plus important pour vous c'est les humains, à quoi ça sert d'être dans une ferme? Vous pouvez très bien aller dans un collectif, dans une ville ou dans un petit village. Donc c'est pour vous dire vraiment c'est quoi vos besoins. Et qu'est-ce que la ferme, elle vous apporte en fait? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une grosse ferme comme ça? Parce qu'il y a des lieux qui sont pas des fermes mais qui ont quand même l'autonomie alimentaire. Donc parce qu'ils ont un potager, voilà, ça suffit. Chacun a son petit potager devant sa yourte et il s'y arrive très très bien. Donc posez-vous la question, c'est est-ce que vous êtes vraiment passionné d'agriculture, de transformation de produits, de créer des produits transformés, des fromages, des confitures, des conserves, ou est-ce que ça va vraiment vous gaver en fait? Autre remarque, c'est ouais, la bienveillance. J'ai sauté des trucs. Attendez. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est pas parce que vous avez une autonomie alimentaire et énergétique que vous allez être heureux. Donc, le bonheur, c'est à vous de travailler cette idée, ce concept. C'est quoi pour vous le bonheur? Je veux pas une définition générique, je voudrais vraiment que vous posiez votre question de vous, à titre personnel, c'est quoi le bonheur? Votre bonheur, il doit être atteint individuellement. C'est pas l'écolieu qui va vous apporter votre bonheur. Vous devez être autonome. On a bien parlé de 3 piliers. L'autonomie, c'est vous êtes autonome sur votre bonheur. C'est pas l'écolieu qui va vous promettre. En fait, il peut y contribuer parce qu'il vous offre un cadre et des outils. Mais si vous savez pas c'est quoi votre bonheur pour vous, ça va être compliqué d'assurer votre bonheur, peu importe où vous allez dans votre vie en fait. Donc c'est vraiment de se dire, vous aspirez à quoi? C'est quoi vos attentes par rapport au monde?
et comment vous déployez vos propres moyens d'assurer votre propre bonheur. Est-ce que c'est pour des... Est-ce que c'est la religion qui vous apporte le bonheur? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est le vivre ensemble? Est-ce que c'est la nature? C'est quoi qui vous apporte le plus de bonheur? Qu'est-ce qui vous ressource le plus? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous vide de votre énergie? Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez conscience de votre individualité par rapport aux autres? Est-ce que vous sentez que vous avez des différences par rapport aux autres en termes de besoins? Comment vous définissez votre épanouissement personnel? Est-ce que votre définition reste ultra générique, ou est-ce que vous savez quoi mettre en œuvre pour pouvoir vous épanouir, matériellement parlant, logistiquement parlant, au quotidien, dans votre organisation de vie? Est-ce que vous savez le mettre en place? Comment évolue votre confort? Est-ce qu'il évolue vers la simplicité ou vers la complexité? Il y a des personnes, ils m'ont sorti des trucs de ouf pour les colios. C'est oui, je veux ça, j'ai besoin de ça, et puis ça. Ouais, mais est-ce que tu as les moyens de t'offrir tout ce que tu dis? Et puis, est-ce que vraiment, si tu as tout ça, tu seras vraiment heureux, en fait? Pour moi, l'écolieu, c'est vraiment se contenter du moins possible, dégager le plus de bonheur possible en ayant le moins possible. Le bonheur, le bien-être, pour moi, c'est se contenter de tellement peu qu'on a presque plus rien à perdre, et on est très 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 heureux, parce qu'on a, même si on perd tout, on s'en fout, parce qu'en fait, c'est un concept, c'est une idée, c'est une valeur intrinsèque qui ne nécessite pas de matérialité pour être heureux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de faire 50 000 projets pour être heureuse, en fait. Parce que c'est un travail personnel. Limite, je médite, ça a plus de résultats que si je fais 10 fêtes par mois. Enfin, je donne un exemple, mais voilà. Alors que c'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, je vous aurais jamais dit ça. Je vous aurais dit oui, pour être heureuse, j'ai besoin d'être stimulée tout le temps, d'avoir toujours des trucs à faire et tout. Et en fait, je m'apercevais que je comblais un vide. Le vide de l'ennui, et j'ai appris à apprécier m'ennuyer, et en fait, je m'ennuie plus du tout. Parce que je voyais l'ennui de manière très négative, et maintenant l'ennui, j'utilise le temps de l'ennui pour faire de la méditation. Et en fait, ça m'aide à avoir besoin de moins en moins de choses. Du coup, bah, c'est une économie d'énergie de ouf, parce qu'au lieu de faire 1 million de trucs pour être bien, bah là j'ai besoin de rien faire pour être bien. Même pas manger pendant 3 jours, ça me fatigue même plus. Alors qu'avant, dès que j'avais le ventre qui gargouille, il fallait que je me gave de bouffe, donc du coup mon métabolisme il était déréglé en fait. Tout ça pour vous dire que c'est quoi le bonheur, ça peut être complètement différent selon les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me juger en disant ouais, mais elle médite, en fait elle branle rien, c'est pas en méditant qu'on va gagner de l'argent. Ouais, mais en fait gagner de l'argent, ça sert à quoi? Tu vas faire quoi avec ton argent? Tu vas acheter quoi? Si ça se trouve, t'as pas besoin de cet argent. Enfin, c'est ça aussi. Donc travaillez aussi votre ego. C'est votre meilleur ami, votre ego. C'est pas un gros mot, c'est pas une mauvaise chose. L'ego, il sert uniquement à vous protéger. Donc moins vous avez besoin de protection, plus votre ego il va être tranquille, il va être petit, et plus vous allez être en insécurité ou vous allez avoir peur, plus votre ego il va grandir pour vouloir vous protéger. C'est pour ça que vous pouvez vous auto-dominer et avoir une autorité trop violente sur vous-même si votre ego est trop grand. S'il y a un équilibre à avoir entre acceptation et domination personnelle. Il y a des gens qui ont besoin par exemple de reconnaissance sociale ou de justice sociale. Ça, c'est des gens qui vont développer leur ego d'une manière qui va générer énormément de conflits, de résistance, etc. Alors que quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on travaille justement l'équanimité? L'équanimité, c'est prendre suffisamment de détachement et de hauteur par rapport à vos freins, vos résistances, les choses qui vous bloquent, qui vous font peur, pour travailler la résilience. On n'arrête pas de dire qu'on veut faire un lieu résilient. C'est pas le lieu qui doit être résilient, c'est soi. La résilience, elle n'existe qu'à l'intérieur de soi. C'est mort sinon. C'est pas en prévoyant par exemple une machine à laver mécanique qui fonctionne en pédalant à vélo que le lieu il est résilient. Ça c'est des gadgets en fait. Parce qu'en vrai on pourrait très bien prendre nos draps et aller les laver dans une bassine au bord de la rivière, parce que ça nous permettrait de chanter en même temps et de muscler les bras. Donc en fait ça dépend comment vous voyez votre résilience. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir plein de gadgets et de fabriquer plein de trucs en low-tech pour être résilient? Ça c'est une vision technologique de la chose, mais il y a une vision humaine aussi de la résilience qui n'a rien à voir avec ça. Donc ça c'est aussi vous qui devez définir vos priorités par rapport à l'équanimité, donc comment prendre la distance par rapport aux choses et d'être plus équilibré sur vos... Je vois un électrocardiogramme qui s'apaise, donc je sais plus comment on définit ça, mais quelque chose de calme quoi. Qu'est-ce que le bonheur? Donc c'est une idée philosophique, donc c'est à vous de le définir. En plus, le bonheur, si vous me dites, bah moi le bonheur c'est juste de rigoler avec des potes, si tu rigoles avec tes potes 24 heures sur 24,
est-ce qu'au bout d'un moment ça va pas te gaver? Donc peut-être que le bonheur c'est pas juste une vision que tu as d'une action. Je vous demande pas de décrire des actions. Si vous cherchez le bonheur, ne dites pas bah moi le bonheur c'est quand je fais ça. Non, c'est pas dans l'action. C'est vraiment un état d'être. C'est une aspiration. C'est quoi votre aspiration? C'est pas vos actions. En revanche, le bien-être, il faut peut-être des actions pour le bien-être. C'est-à-dire, il faut effectivement avoir dépassé la subsistance. On peut très bien être heureux et crever la dalle. Hein. Il y a des gens, voilà. Alors qu'on peut pas être en mode bien-être si on crève la dalle, parce que le bien-être c'est dans la sensation et le bonheur c'est vraiment philosophique. C'est mental, on va dire. Et c'est émotionnel aussi, bien sûr. Alors que le bien-être c'est plus des sensations, les 5 sens, quoi. Les sensations physiques du corps. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir avec vous? Ouais, on disait rien n'est permanent sauf l'impermanence. C'est-à-dire que n'espérez pas avoir une permanence des choses. Il y a, surtout dans un écolieu en plus, il y a tout le temps on va être plus sensible aux effets climatiques, parce qu'on va être dans un habitat léger par exemple. On va être peut-être contraint ou dépendant des 4 saisons, de ce que la Terre va bien nous donner, des ravageurs, des maladies sur les végétaux ou même sur nous. On va être plus exacerbé, nos sens vont être plus exacerbés sur pas mal de trucs quand on vit dans la nature. Donc l'idée c'est que non seulement notre métabolisme mais aussi notre paradigme va se modifier. Donc il faut être tout à fait dans l'accueil du changement pour voir si ça vous convient ou pas. Parce que si vous accueillez pas, forcément ça va pas vous convenir parce que vous n'aurez pas intégré le truc. Après vous pouvez très bien l'accepter, l'intégrer et dire bah, vraiment ça me convient pas. Mais après à l'avoir testé vous aurez plus de discernement là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir? Je crois que j'ai vu toutes les notes que j'avais prises pour vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je conclurai sur l'idée de bienveillance. Bienveillance, ça vient de bienveillance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veillait bien pour les autres. À l'origine, cette définition, elle était uniquement dédiée aux autres. La bienveillance était orientée jamais vers soi, toujours vers les autres. Ça a changé avec le XXe siècle, où on a commencé vraiment à ne plus monter la garde pour les autres, à ne plus surveiller ou bien veiller sur les autres. Et on a essayé de le faire déjà sur soi-même, parce qu'on considère que si on s'aime pas soi-même ou qu'on n'est pas bien avec soi, ça va être dur d'être bien avec les autres. On a plus travaillé sur l'individualité. Donc là, je vous invite aussi à voir par rapport à ça, c'est de comment vous exercez cette bienveillance sur vous-même. Est-ce que bien souvent, on se violente soi-même. On est plus sympa avec les autres qu'avec soi-même. Ou des fois, c'est l'inverse, mais bon... En tout cas, c'est pas forcément exactement pareil. On se comporte jamais exactement pareil avec soi qu'avec les autres. Il y a toujours un déséquilibre. L'idée, c'est est-ce que vous remarquez ce déséquilibre ou est-ce que chez vous, il n'y en a pas et c'est équilibré? C'est quoi pour vous la notion de bon sens? C'est quoi le bon sens pour vous de cette notion de bienveillance? Qu'est-ce qui découle de source sur la bienveillance? Par exemple, il y a des gens qui pensent que la bienveillance, c'est la politesse. Ben, pas forcément. On peut très bien être hyper brut de décoffrage et hyper authentique et être comme un sauvageon, mais être hyper bienveillant. Et à l'inverse, on peut être hyper hypocrite et hyper poli et pas être bienveillant. Donc, à vous de réfléchir, c'est quoi la bienveillance pour vous? Et enfin, de se dire, bah, est-ce que vous... Moi, à titre personnel, la canopée ludique, je la vois comme une tribu. Dans le sens où, vous regardez les tribus, essayez de regarder des reportages sur les tribus, chaque membre de la tribu a une importance capitale. C'est hyper difficile de le remplacer, c'est le contraire du turnover dans une entreprise. C'est-à-dire que si vous partez, moi ça va me faire super chier de devoir refaire un casting en mode turnover, parce que je suis pas une entreprise en fait. C'est comme si je perdais un membre de ma famille, bah c'est irremplaçable un membre de la famille, on pourra jamais vraiment le remplacer. Bah là c'est un peu pareil. C'est que quand on va s'attacher les uns aux autres, l'idée c'est pas de tomber dans un triangle dramatique de Cartman en disant oui je peux pas vivre sans elle ou je peux pas vivre sans eux. Faut avoir cette autonomie individuelle, hein, ça fait partie des 3 piliers, donc d'être capable aussi de résilience et de se remettre des gros bouleversements et des gros chocs, mais quand même, ça veut pas dire qu'on doit traiter les gens comme des mouchoirs. Donc l'idée c'est comment vous voyez votre place importante dans cette tribu, et ça ne pourra se définir que justement au contact des uns et des autres, et vous allez naturellement vous sentir bien ou pas bien avec le groupe, vous allez sentir qu'il vous apporte de la joie, du bonheur, et ça vous fait plaisir, vous vous sentez utile, vous avez trouvé quelque chose à partager, et c'est réciproque, il y a un échange équitable d'énergie. Là on se sent vraiment dans un groupe d'amis, d'une famille, d'une tribu, qui est prête à avancer sur plusieurs années ensemble, très très long terme même, où chacun aura une fonction, où il aura trouvé lui-même. C'est hyper dur, c'est pas nous qui allons vous dire...
toi, ta fonction, c'est ça. Enfin, on pourrait dire, ah, on dirait que ta vocation, ça a l'air d'être ça, t'es doué là-dedans. Mais c'est pas parce que t'es doué dans quelque chose que t'es heureux là-dedans. Donc ça, c'est à vous aussi de nous le dire. De toute façon, on va bien voir si vous êtes malheureux ou heureux, mais quand même, c'est aussi votre responsabilité en termes d'autonomie de votre propre bonheur. Chacun doit développer son propre projet, ses propres aspirations dans le cadre que le collectif va vous proposer en fait. Donc ce cadre, encore une fois, c'est un lieu, des ressources qu'on met en commun, que ce soit logistique et financière, un lieu et un groupe de personnes. On peut pas offrir beaucoup plus en fait, c'est vous qui allez apporter toute la richesse et toute la valeur au collectif. Le collectif sera au niveau que vous avez envie de lui donner parce que chacun d'entre nous le compose. Voilà ce que je voulais dire comme compte rendu, en espérant que vous aurez bien réfléchi à toutes ces notions-là et n'hésitez pas à me faire un retour.